Hier, un trader a volé plus de 4 millions de dollars à la plateforme d'exchange décentralisée Hyperliquid en moins d'une heure. Comment il a fait? Eh bien, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 13 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Alors j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et réveil mitigé aujourd'hui, presque autant de vert que de rouge, mais les rouges font mal. Toujours les grands majors. Alors certes, on se relève un petit peu sur l'IA, mais franchement, on a déjà tellement perdu. Je crois qu'on a été divisé par 3, voire par 4 depuis le mois de décembre. Que ce soit sur NIR, sur FET, TIA. Oui, quand on voit un petit 10%, bon... oui, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est 10% en plus par rapport à hier. Quand notre token a perdu 50% en réalité, pour pouvoir se refaire, il faut faire un plus 100% pour revenir ne serait-ce qu'à break-even. Donc oui, quand on a perdu 75%, voire un petit plus 10%... c'est une bien maigre consolation. Alors l'indice de la peur et de la cupidité va un petit peu mieux. On est passé de 19 hier dans l'extrême peur à 21 aujourd'hui, on n'est plus que dans la peur. Bon, c'est pas ça qui va renflouer nos bagues. Hein. Alors hier, un trader a ouvert une position longue, donc à l'achat, c'est-à-dire un pari à la hausse, sur l'Ethereum en levier 50 pour une position totale de 272 millions de dollars. Alors c'est pas lui qui les a mis entièrement, les 272 millions de dollars. En fait, il a utilisé ce qu'on appelle un levier. Et donc, il a utilisé le levier maximum disponible sur la plateforme Hyperliquid, et donc un levier de 50. C'est-à-dire qu'en réalité, il a posé 5,4 millions en levier 50 pour pouvoir démultiplier ses gains. Alors attention, ça démultiplie aussi ses pertes s'il est en cas de perte. Sauf que cette baleine avait en réalité tout calculé. Parce que quand on prend un levier aussi important, d'où ils sortent les sous? La position de 272 millions de dollars. En réalité, ils sont prêtés par l'exchange. C'est-à-dire que lui, il met 5,4 millions de dollars sur la table et les 267 millions de dollars qui manquent sont en réalité virtuellement prêtés par l'exchange. Et alors vous voyez sur cette position, on voit qu'il est rentré à 1900 dollars. Et le prix étant simplement à 1931 dollars, donc 31 dollars de plus, c'est 3 fois rien, il avait déjà un profit latent de 4,4 millions de dollars. Et ça aurait pu aller dans le mauvais sens. Imaginez que le prix serait descendu à 1870 dollars, il serait en perte latente du même montant. D'ailleurs, il a un prix de liquidation à 1805 dollars. C'est-à-dire que si le prix descend à 1805 dollars, il se fait liquider. Il perd tout l'argent qu'il a posé. C'est là en fait l'astuce qu'il a utilisée, c'est qu'en réalité, il n'a pas posé les 5,4 millions d'un coup comme ça. C'est qu'en fait, pour pouvoir être sûr de gagner, il a utilisé une technique de looping. Je vais pas rentrer dans le détail, mais cette technique, en fait, elle permet d'artificiellement faire monter le prix. C'est-à-dire qu'il va ouvrir plusieurs positions et gonfler la position avec le levier jusqu'à atteindre les 272 millions. Et donc le prix de l'Ethereum a été artificiellement augmenté. Ça veut pas dire qu'il n'a pas réellement augmenté, mais ça veut dire que ça a été manipulé. Donc il était sûr de gagner. Et au moment où effectivement il est en positif, plutôt que de couper sa position et créer un mouvement de marché baissier et donc du coup ne pas effectivement empocher les 4 millions de dollars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le cash de sa position. C'est-à-dire qu'il a réduit sa marge et il a sorti quasiment 9 millions de dollars du trade. Le trade était toujours ouvert puisque la position était toujours en profit. Mais du coup, son prix de liquidation a été augmenté. Du coup, vu qu'il ne restait quasiment plus de marge, son prix de liquidation devait être aux alentours des 1925-1930 dollars. Et donc la conséquence, c'est que dès que le prix a retracé un tout petit peu, il s'est fait liquider. Mais il avait déjà sorti les 9 millions de dollars. C'est 5,4 millions plus les 4 millions de PNL latents. Il les avait déjà sortis de la position. Et donc, sa position s'est fait liquider. Effectivement, beaucoup de gens disent sur Twitter, ah là là, il s'est fait liquider, ah là là, c'est un insider, il s'est fait liquider, bouh. Mais en réalité, c'était une liquidation orchestrée dans laquelle non seulement il est gagnant, mais en plus, c'est ce qu'on appelle un braquage de banque. Puisque qui est-ce qui paye finalement du coup ce PNL qu'il a volé? Eh ben c'est la trésorerie de l'exchange. Donc il a braqué 4 millions de dollars à Hyperliquid. D'ailleurs ça a eu une belle conséquence sur le token Hype de la plateforme Hyperliquid, puisque le token Hype chute de 17% en 3 heures juste après cette manipulation. La baleine dont je vous ai parlé avait donc effectivement orchestré sa liquidation hier et a entraîné une perte de 4 millions de dollars dans le coffre HLP de Hyperliquid. Et vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent là que ce cycle il est vraiment pourri. Mais pourri au sens propre du terme. Pas parce qu'on vit un mauvais bull run, décevant, etc. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de vices, de malveillance. Quand on a le président de la plus grande puissance économique mondiale qui vient sortir son token et rug des millions de personnes, faisant des milliards de bénéfices, et que tout le monde s'en fiche. C'est la porte ouverte à tous les scams, en fait. J'ai l'impression qu'on revient en 2017, à l'époque où il y avait les ICO et qu'il y avait un scam par semaine, quoi. Il y a tellement cet appât du gain que les gens font n'importe quoi. Le marché est malveillant, il est pourri, il est manipulé. Et avec toutes ces conneries, ils sont en train de nous voler notre bull run. Bon, j'exagère un peu.
Mais c'est vrai que du coup, je suis persuadé que ça participe un peu au fait que le cycle ne se passe pas exactement comme on l'imaginait, ou en tout cas pas comme les précédents cycles. Maintenant qu'il y a des institutions, des grosses baleines sur le marché, bon, il y en avait déjà à l'époque, mais là maintenant on dirait que c'est autorisé, il y a beaucoup plus de malveillance et de scam organisé, de manipulation presque autorisée en fait. Et c'est bien dommage pour l'écosystème. Et ensuite, pour faire écho à ma vidéo du 18 février, que je vous mets en lien tout de suite, vous n'avez plus qu'à cliquer en haut pour aller la voir, on a FTX Alameda qui a débloqué 185 000 sols d'une valeur d'environ 23 millions de dollars et qui les a répartis sur 38 adresses. Alors, je vous avais expliqué qu'à partir du 1er mars, FTX allait commencer à rembourser en Solana les personnes qui en détenaient à l'époque. Et comme ce sont des personnes qui sont en profit aujourd'hui, eh ben, elles vendent, d'où le slow bleed, comme on dit sur le token Solana. Alors, il n'y a pas que ça qui explique le slow bleed, donc le fait que ça saigne tout doucement. Il y a également d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Encore une fois, je vous incite à aller voir ma vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Solana a presque été divisé par 3 entre son top du 19 janvier 2025 et aujourd'hui. On est monté quasiment à 300 $ et là, on était descendu quasiment à 100 $, quoi. Bon, ça fait froid dans le dos. Alors, news suivante, on a le secrétaire au commerce Howard Lutnick qui déclare que les politiques de Trump en valent la peine, même si elles déclenchent une récession. Eh ben, nous voilà rassurés. Alors peut-être que je vois pas assez long terme, peut-être que je suis pas assez patient, mais là, pour l'instant, on souffre. Ensuite, news plutôt bullish, on a la Banque de Russie qui va autoriser l'achat limité de crypto-monnaies pour les investisseurs. Ça y est, en fait, les gros pays commencent à suivre le pas. Les États-Unis ont donné l'exemple, la Russie est en train de suivre, bientôt ce sera la Chine, et petit à petit, on arrive vers une adoption généralisée du Bitcoin. C'est ce qu'on attend depuis des années. Ce n'est que le début. Et à l'inverse, en Europe, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on régule. Les États-Unis innovent, la France et l'Europe régulent. Et donc, on a la loi MiCA qui va être appliquée. Et donc, on a Binance Europe qui va retirer 9 stablecoins de sa liste d'ici le 31 mars pour se conformer aux réglementations. Les utilisateurs peuvent toujours déposer, retirer ou convertir ces actifs. Mais clairement, c'est encore un coup bas contre l'écosystème crypto. Et je vous explique pourquoi, parce que beaucoup n'ont pas compris. Mais les stablecoins, en fait, ce sont des cryptos qui sont adossés au dollar ou à l'euro et qui permettent plusieurs choses. Notamment, que je vous avais expliqué hier, le système de staking. C'est-à-dire que les plateformes, comme Binance, ont besoin de liquidité pour pouvoir prêter l'argent aux traders, comme je vous ai dit, avec les effets de levier. Et donc, en marché haussier, quand les cryptos qui ne sont pas des stablecoins commencent à s'envoler, en fait, tout le monde est en train d'acheter ces cryptos-là et il n'y a plus beaucoup de stablecoins en réserve sur les portefeuilles des exchanges. Du coup, les exchanges, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont offrir un taux de rendement de plus en plus important, puisque pour les activités de trading, ils en ont besoin pour pouvoir effectivement proposer du levier aux traders. Et donc, quand habituellement, ils vont proposer un taux de 5%, 4-5%, et bien sur les périodes haussières, ils peuvent monter jusqu'à 20, 30, 40% de rendement. Alors c'est un rendement annuel évidemment, mais c'est énorme, énorme. C'est actualisé tous les jours. Alors que si effectivement l'activité baisse, les taux vont également baisser, c'est un taux variable. Mais on se retrouve toujours entre 5 et 40. Au mois de décembre, j'ai même vu une fois un taux à 44% sur Bybit. Ça, le régulateur européen n'aime pas. Voilà, les petits particuliers n'ont pas le droit de faire d'argent. Deuxièmement, les stablecoins, alors c'est pas les seules utilités, il y en a d'autres, mais ce sont les principales qui me viennent en tête. Quand on détient de la crypto et qu'on a fait des profits, et qu'on veut ne plus s'exposer au risque. On a du Bitcoin par exemple, il est monté à 100 000 $, on se dit on est satisfait, on l'a acheté à 50 000, on a fait x2, on a dit bah, c'est bon, j'ai pas envie de m'exposer plus, je veux vendre tout ou partie de mes Bitcoins. Et bien en France, si vous revendez votre Bitcoin pour de l'euro, vous créez un événement fiscal, puisque du coup vous revenez en euros. Donc vous serez taxé sur les bénéfices. Oui, 30%. En revanche, si vous avez prévu de rester dans l'écosystème crypto et qu'en fait vous voulez prendre des profits pour pouvoir en racheter quand ça sera plus bas, on fait régulièrement, et bien il y a la possibilité tout simplement de revendre non pas pour de l'euro, mais pour revendre contre du stablecoin, comme de l'USDT par exemple. Et ça, puisque c'est une crypto-monnaie, ça ne crée pas d'événement fiscal. Donc il n'y a pas de plus-value à aller payer. Enfin, il n'y a pas de taxe sur la plus-value à aller payer à l'État. Ça évidemment, les États, ils n'aiment pas. Ils veulent vous taxer le moindre gain que vous ferez. Mais à l'inverse, si vous revendez à perte pour X ou Y raison, ils vont pas vous rembourser. Et ça, c'est très dommage parce que ce que vont faire les gens, ils vont pas s'amuser à revendre en euros pour payer des taxes dans le vent. Surtout que le Bitcoin étant volatile, il se peut que derrière vous en rachetiez et que vous le revendiez après. Et donc du coup, à chaque fois que vous ferez des plus-values, à chaque fois vous devrez payer des taxes. Mais si le Bitcoin entre-temps il a baissé, qui est-ce qui paye la différence? Vous aurez payé des taxes sur des gains potentiels que vous n'aurez pas fait parce que du coup vous serez en perte. Donc qu'est-ce que vont faire les gens? Les gens vont se tourner vers des plateformes qui n'ont pas encore cédé à la réglementation MiCA. Et donc soi-disant, dans un esprit de protection du consommateur, ils ont créé la loi MiCA, mais en réalité, ils poussent les consommateurs à aller vers des exchanges peut-être moins gros, moins connus, avec moins de volume, et donc plus risqués, pour pouvoir sortir en stablecoin et ne pas s'exposer à des taxes sur des gains potentiels qu'on n'aurait peut-être même pas fait, qu'on n'aurait peut-être même pas touché en réalité. Et donc avec cette réglementation MiCA,
l'Europe pousse le consommateur à prendre finalement plus de risques. Parce que ces petites plateformes, elles sont moins solides, elles sont moins grosses, elles peuvent plus rapidement se faire hacker. On a vu Bybit qui s'est fait hacker dernièrement. Elles peuvent aussi mettre la clé sous la porte. Elles peuvent aussi voler leurs clients. Dans tous les cas, cette réglementation crée l'effet inverse de l'objectif initial. Encore une fois, l'Europe a un train de retard. Alors la news suivante, c'est que la SEC a reconnu et enregistré les demandes permettant le staking pour les ETF spot Ethereum de Fidelity et Franklin. Comme je vous l'ai expliqué, le staking, c'est un mécanisme qui permet donc aux ETF de proposer, en plus de la valeur intrinsèque de l'actif, proposer un rendement annuel. Sur Ethereum, par exemple, il est environ de 6% par an. Et vous n'êtes pas rémunéré en dollars, vous êtes rémunéré en Ethereum. Donc si en plus l'actif sous-jacent, donc l'Ethereum, prend de la valeur, bah, c'est le deuxième effet qui se coule. Donc c'est une news qu'on attend impatiemment, puisque ça fait quelques semaines, voire mois, que l'Ethereum tire la gueule. Cette approbation de la SEC qu'on attend impatiemment pourrait peut-être, je l'espère, enfin relancer le cycle haussier de l'Ethereum. En news suivante, la semaine prochaine, on aura le FOMC, et donc la Fed décidera si elle baisse, augmente ou maintient les taux inchangés. Pour rappel, le FOMC, ou Federal Open Market Committee, est un organe de la Réserve fédérale américaine, la Fed, chargé de définir la politique monétaire des États-Unis. Il décide notamment des taux d'intérêt, les augmenter, les baisser ou les maintenir, pour influencer l'économie comme l'inflation, la croissance ou l'emploi. Il se réunit plusieurs fois par an et ses décisions sont très suivies par les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les taux directeurs, en réalité, décident de la liquidité du dollar sur le marché. Plus les taux baissent, plus il y a du dollar en circulation, et donc plus il va se déverser sur des actifs à risque, comme les cryptos. En revanche, plus les taux seront hauts, plus l'argent est rare, et moins les gens auront tendance à investir sur des actifs à risque. Ils vont plutôt aller les placer sur des bons du trésor, par exemple. Et enfin, dernière news, le volume des transactions en crypto-monnaie a diminué depuis son pic en février, signalant un épuisement et une capitulation du marché, selon Sentiment, qui est donc un organisme d'analyse de données. Effectivement, ça rejoint un peu ce que je disais hier sur l'Open Interest. L'Open Interest qui va mesurer la position totale des traders sur un actif, et effectivement, on a perdu plus de 1 milliard d'open interest depuis ces derniers jours. Effectivement, il y a moins de traders en position. C'est un gros signe d'épuisement, effectivement, et voire même de capitulation, donc de retournement de marché potentiel. C'était tout pour les news. On passe tout de suite au calendrier économique. Alors hier, on avait des chiffres très attendus, notamment les chiffres du CPI. On mesurait l'inflation. Et en fait, là, on a des chiffres en rouge, mais en réalité, c'est une bonne chose parce que l'inflation a baissé et donc la Fed serait plus enclin à baisser les taux, ce qui est une bonne chose pour l'économie. Et aujourd'hui, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que les prix à la production mensuelle. Donc, je vous rappelle, plus le chômage augmente, moins l'économie va bien, et puis la Fed aurait tendance à baisser les taux. En revanche, moins il y a de chômeurs, plus l'économie va bien, plus ça conforterait la Fed dans sa décision de ne pas baisser les taux. Voilà comment on peut interpréter ces chiffres. Et du coup, pas de forte volatilité attendue sur le marché cet après-midi. Alors, concernant les inflows et outflows sur les ETF, hier, ça faisait longtemps, mais on a eu 13 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. Wouhou! Et en revanche, 10 millions qui sont sortis des ETF Ethereum. Et alors, quand on regarde la liquidation heatmap, bon, pas grand chose à dire. On continue de grind up, c'est-à-dire monter tout doucement. Alors, c'est plutôt sain comme mouvement, hein, c'est organique, on appelle ça un mouvement organique. On espère juste que ça va continuer comme ça. Et alors, quand on passe sur le Bitcoin en daily, je rappelle que daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On se rend compte que là, ça fait quelques jours qu'on a du mal à dépasser les 84 000. 1, 2, 3, 4 jours. Depuis lundi, à chaque fois, on arrive, on se fait rejeter. Pourtant, normalement, ça aurait dû être une zone d'attrait, puisqu'il y a le gap CME qui a été créé le week-end dernier. Donc, le prix, normalement, aurait tendance à venir le combler. Pour le combler, il faudrait monter jusqu'aux 85 000 $. Sauf qu'on est bloqué aux 84 500. Clairement, je pensais qu'on allait l'exploser hier, hein, avec les bonnes news sur le CPI. On s'attendait tous à avoir un gros mouvement de marché. Finalement, encore une fois, pétard mouillé. Shit. Comme toutes les news bullish qui arrivent en ce moment sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, le marché ne cesse de chuter. D'ailleurs, quand on zoome en une minute, on voit que l'annonce du CPI, elle était ici, sur la belle mèche. On est venu combler le fair value gap M30. Pas plus, quoi. On est monté à 84 500 $ pour retracer. Et évidemment, comme c'est le cas depuis 3 semaines, dès l'ouverture de la session de New York, le prix est parti à la baisse. Alors, on a rebondi sur ce fair value gap M30 également. Moi, je vous dis que les fair value gap M30 sont vraiment très puissants. On a rebondi tout juste dessus pour repartir à la hausse, tranquillement. Alors, ce matin, on était aux alentours des 84 300 $ et on retrace doucement, actuellement à 83 000 $. Il n'y a pas beaucoup de volatilité aujourd'hui, hein. Ça va reprendre tout à l'heure avec la session de New York. Alors, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, effectivement, il aurait fallu long ici. Moi, j'ai pas trade hier, j'ai pas eu le temps, mais il aurait fallu effectivement se positionner sur ce fair value gap au niveau des 80 600 pour un pari à la hausse jusqu'au haut précédent, quoi. Et vous voyez, là, ce top-là n'est même pas venu chercher la liquidité qui était au-dessus de la mèche du CPI. Il est juste venu chercher la liquidité qui était ici, sur les 84 000 $. Il n'aurait pas fallu être trop gourmand sur le take profit. Il aurait fallu se positionner sur les alentours de 84 000, quoi, pour être sûr de sécuriser ses gains. Alors aujourd'hui, plusieurs scénarios, hein. Moi, je le vois bien monter, donc dépasser le previous high et aller chercher les
liquidité qu'il y a au-dessus de cette zone-là, donc aux alentours des 86 500 $. Mais il peut également monter un petit peu, être rejeté sur ce niveau-là pour finalement redescendre. Ça, ce serait dans un scénario où clairement on est en train de monter. Et c'est le scénario que je privilégie puisqu'on est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc on est dans une micro-tendance haussière, tendance haussière à court terme. Après, c'est pas exclu qu'on puisse également retracer tranquillement jusqu'à se faire value gap, on aller chercher le plus bas de la veille pour ensuite continuer de remonter comme ça. Bon, dans tous les cas, il faut étudier les différents scénarios et se positionner sur des niveaux clés. On voit qu'ici, c'est une zone de support aux alentours des 80 500 $ et qu'aux alentours des 84 500 $, on a une zone de résistance. Donc, si on arrive sur cette zone-là, 84 500, il faudrait plutôt chercher à short le marché, donc on va parier à la baisse. Si en revanche, on retrace jusqu'aux 80 578, il serait peut-être temps au contraire de parier à la hausse. Vous savez, moi, je fonctionne vachement avec les zones de liquidité et c'est vrai que j'aime bien me positionner où il y a un maximum de chances en fait de gagner un trade. On peut éventuellement se placer à la hausse ici, on aurait pu là, mais également il y a des liquidités à prendre ici, donc peut-être qu'ici ce serait une bonne entrée aux alentours des 80 600 pour un long également. On pourrait tenter en mesurant bien son risque, ça se tente. Alors quand on regarde l'Ethereum, bon c'est cata, hein. Non seulement on est descendu super bas, mais depuis on consolide sur les 1800, quoi. On n'arrive même pas à passer les 1900, on n'arrive pas à aller aux 2000. C'est vraiment pas joli à voir, quoi. Je vous en parlais tout à l'heure, là, Ethereum, à moins d'avoir une super news, je vois pas comment il peut reprendre de la force, quoi. Et ce serait soit par la mise à jour Pectra qui est super attendue, soit par la validation du staking sur les ETF. C'est vrai que là, ça pourrait changer la donne, mais pour l'instant, dur. Quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, on descend, on continue de descendre. Et on arrive à des niveaux de juin 2020, quoi. Espérons que ça rebondisse rapidement. On termine sur la Bitcoin dominance. Pas grand chose à dire. Toujours dans ce petit range. De toute façon, pour l'instant, à moins d'annonces majeures, comme pour l'Ethereum, pas beaucoup de perspectives pour le marché des altcoins. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!